Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du vendredi 8 novembre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct des terres du Berry. Au programme de cet épisode, le site développé.com revient sur la fuite de données de l'opérateur Free et le revirement de la CNIL. Intermarché a récemment alerté par erreur certains de ses clients concernant une fuite de données personnelles. L'agence américaine, la CISA, a ajouté 4 nouvelles vulnérabilités à son catalogue des RCE. Le CERT-FR a publié un avis de vulnérabilité pour Vim Backup. Et enfin, nous finirons avec un guide complet de Linux Journal pour créer un cloud personnel sécurisé sur Ubuntu en utilisant Nextcloud. Le site développé.com revient sur la fuite de données de l'opérateur Free. On va reprendre la timeline. Fin octobre, Free a été victime d'un piratage historique. Des cybercriminels ont ciblé l'un des outils de gestion de l'opérateur et sont parvenus à récupérer des données personnelles de plus de 19 millions de clients Free Mobile et Freebox. Comme le veut la loi, dans ce genre d'affaires, Free a rapidement notifié l'attaque auprès de la CNIL et de l'ANSSI. Un formulaire en ligne était censé être mis en place la semaine dernière pour faciliter le dépôt de plaintes de très nombreuses victimes de la cyberattaque de Free, mais le projet a finalement été abandonné. Alors si on reprend la timeline, le 22 octobre, il y a un utilisateur d'un forum bien connu des cybercriminels, Breach Forum, qui annonce déposer des données personnelles de millions de clients de l'opérateur Free. Il disait « chercher à les vendre au plus offrant ». Le vol de données a été confirmé quelques jours plus tard par Free, voilà, on fait pas l'histoire. Le cybercriminel, Druselx, a affirmé avoir acquis des informations de 19,2 millions d'abonnés, dont 5 millions accompagnés des IBAN. En reconnaissant la faille, Free a indiqué que l'attaquant avait ciblé un outil de gestion qui lui permettait d'accéder aux données des abonnés, mais pas au mot de passe, aux informations des cartes bancaires ou au contenu des communications. La société, qui est une filiale du groupe Iliad, a ensuite déposé une plainte. Voilà, on est du classique. Alors, ce qui va se passer, c'est que durant le week-end, Druselx va mettre aux enchères un fichier contenant pas moins de 100 000 lignes de données personnelles. Jusque-là, on refait l'histoire, c'est du connu. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que quelques jours plus tard, on voit un message apparaître. Celui-ci a affirmé que les données avaient été vendues aux enchères pour 175 000 $. Mais l'annonce de la vente n'annonçait pas la fin de l'histoire. C'est ça qui est assez hyper intéressant. C'est que le 1er novembre, un autre utilisateur du forum, se fait appeler Hao, a posté que l'auteur du post original avait été arrêté et qu'il revendait les données pour gagner plus d'argent. Pour gagner plus d'argent, il vendait 35 000 $ la copie et il pouvait le faire que sur 5 ventes possibles. Bon, celui-ci, ce qu'il a fait, il a fourni les mêmes échantillons des données qui étaient sorties une semaine avant. Les gens ont commencé à lui envoyer des messages en privé. Data Breach l'a contacté par message privé pour lui poser des questions parce que le message ressemblait à une arnaque. Il n'a jamais répondu à Data Breach, mais a retiré son message. Et si les données personnelles et bancaires des clients de Free, récupérées par un pirate, n'avaient finalement pas été vendues? Le 3 novembre, l'histoire a pris une tournure surprenante. Data Breach a été contacté par quelqu'un qui s'identifiait comme EuroSH. Il affirme que le pirate responsable de la fuite sur Free, que c'est lui. Je comprends que cette base de données a été présentée à la télévision française pendant des semaines et j'aimerais clarifier quelques détails, a-t-il déclaré, fournissant à Data Breach ce qui semble être les informations personnelles de Xavier Niel, le PDG du groupe Iliad, comme preuve préliminaire de son implication. Interrogé, EuroSH a déclaré que son rôle avait été d'aider à exploiter la vulnérabilité. Data Breach lui a demandé de demander à Druselx d'envoyer un message privé à Data Breach via Breach Forum pour confirmer son implication. Druselx a ensuite envoyé à Data Breach un message privé indiquant que Euro était responsable du piratage. Quel est donc le détail des rapports des médias que EuroSH vous souhaitez clarifier? Eh bien, selon Euro, les données n'ont jamais été vendues aux enchères ou vendues tout court. Et elles n'allaient pas être vendues. Alors attention, on va prendre tout ça au 3e degré. C'est quand même des gens qui ont piraté. Ce sont des pirates, donc ils sont sortis du cadre de la loi. Ils vous annoncent que c'est des chevaliers blancs, quoi. Mais si on regarde bien, ils ont quand même violé un certain nombre de lois. Ils ont fait du vol pur et dur, du recel. Ils ont quand même annoncé qu'ils l'avaient vendu. Maintenant, ça n'est plus vendu. Il y a d'autres cybercriminels qui ont essayé de refaire de l'argent sur eux. Et apparemment, Euro et Druselx avaient des priorités différentes quant à l'usage qu'ils feraient des données. Mais aucun d'entre eux ne voulait vraiment vendre les données des gens ou les divulguer. Druselx aurait voulu extorquer Free. Ouais, c'est vrai, quoi, ça, on fait ça et aurait utilisé l'annonce de la mise aux enchères et l'annonce de la vente pour essayer de faire pression sur Free afin qu'il paie l'extorsion. Euro, quant à lui, semblait plus motivé par l'activisme déclarant à Data Breach. Et là, c'est lunaire. Je vais vous le lire, mais je l'ai pas appris. Quand j'ai lu le truc, j'ai eu l'impression de voir ce qu'on appelle un manifeste pour hackers, mais des années 90, quoi. Et puis c'est pas dans le bon tempo. C'est hyper surprenant.
Chaque citoyen français a probablement été victime d'une fuite au moins une fois. Parmi les bases de données récemment piratées figurent Free, SFR, France Travail, Amélie, la CAF, et là tout le monde en prend. La FFF, Ledger, LDLC, Shadow, Cdiscount. Je ne suis pas un saint, d'après ses propos, mais j'espère que l'incident de Free.fr réveillera enfin les Français sur la réalité de la surveillance de masse et qu'ils lutteront contre elle. La protection de la vie privée en France a été érodée à un point tel qu'elle est pratiquement inexistante. Cette situation va au-delà d'une simple violation. Il s'agit d'un problème systémique. Enraciné dans un gouvernement déterminé à imposer un état de surveillance, la majorité des gens ne réfléchissent pas aux pratiques de surveillance, alors même que les GAFA et les gouvernements s'entendent pour contrôler tous les aspects de nos vies numériques. La France est devenue le premier pays d'Europe à légaliser la surveillance biométrique, soi-disant pour la sécurité publique lors des événements majeurs comme les Jeux Olympiques. En vertu de cette nouvelle loi, la police utilise la vidéosurveillance algorithmique pour analyser les données biométriques, forme du corps, gestes, mouvements. Ils ont fait passer cette loi pendant une période de distraction nationale, balayant d'un revers de main les débats sur les libertés civiles. Bon voilà, ça dure comme ça pendant. Je vais pas tout vous lire parce que c'est même pire. Les forces de l'ordre français sont allées jusqu'à cibler ProtonMail, Tor et d'autres outils de protection de la vie privée en les qualifiant de criminels. C'est un raccourci quand même, hein. Il faut savoir que quand des cybercriminels utilisent ce type d'outils qui ont été faits à l'origine pour permettre à des journalistes ou à des personnes dans des pays, comment dirais-je, totalitaires et très autocrates, à pouvoir communiquer, c'est ça quand même le début, hein. Donc, faut pas oublier que Tor c'est quand même un projet de l'US Navy, ProtonMail ça a été fait par le CERN. Ça énerve un peu, mais je le fais quand même. Ça, je vais manger quelque. Je suis désolé si je vous impose ça dans l'épisode, mais je trouve ça, c'est juste de l'activisme. Et j'avais pas vu ça. J'ai vu ça dans un film avec Angelina Jolie, dans Hacker, si vous connaissez. Mais ouais, j'étais jeune à l'époque. Et ce qui rajoute en plus le cybercriminel Euro SH, je suis différent. Je déteste la surveillance. Et je pense que la seule façon de les réveiller, c'est de les pirater. Sinon, les choses ne changeront pas. Bon, bah lui, il a déjà une place à la santé qui l'attend. Ou Obama, ça dépend, ça va être au choix. C'est dommage qu'Ayen n'existe plus. Alors, il a précisé qu'il avait exploité une vulnérabilité dans l'API, c'est tout ce qu'on sait, après c'est que de la vérité. Ce qui est assez surprenant, c'est que la personne avait déjà une relation avec Free. Il a également affirmé que dans le passé, il avait envoyé à Free des alertes de vulnérabilité qui ont été ignorées. Il faut savoir que Free a déjà été condamné à une amende par la CNIL dans le passé. Le 30 novembre 2022, la CNIL a infligé une sanction de 300 000 € à Free pour non-respect des droits des personnes et de la sécurité des données de ses outils. Selon une enquête de la CNIL, en réponse à des plaintes de consommateurs qui avaient révélé plusieurs violations du RGPD, notamment des mots de passe en clair et la remise en circulation d'environ 4100 Freebox mal reconditionnés. DataBreach a demandé à EuroSH si les vulnérabilités qu'il avait signalées à Free l'avaient été avant ou après novembre 2022. Il a répondu que c'était après cette date et facilement parce qu'ils n'ont pas bien surveillé. Alors, ce qui nous a tous un petit peu surpris, c'est que dans la foulée de ce piratage, c'est que la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, avait annoncé la mise en place d'un formulaire en ligne. Et ce formulaire devait être disponible sur le site, et devait en plus être disponible sur le site de cybermalveillance.gouv.fr. Et ben, à la surprise générale, la mention du formulaire en ligne sur la page consacrée au piratage de Free de la CNIL a finalement disparu, sans qu'aucun formulaire ne soit mis en ligne. La commission a confirmé que le formulaire en ligne n'était plus d'actualité depuis la semaine dernière, sans pour autant apporter d'explications permettant d'en comprendre la raison. Intermarché a récemment alerté par erreur certains de ses clients concernant une fuite de données personnelles. Dans un email, l'enseigne a évoqué un accès non autorisé aux informations de ses clients, recommandant un changement de mot de passe pour protéger les comptes concernés. Toutefois, quelques heures après, le groupe Les Mousquetaires, responsable d'Intermarché, a rectifié cette annonce en précisant qu'aucune fuite n'avait eu lieu. En réalité, Intermarché a détecté des tentatives d'attaque de type credential stuffing, donc c'est l'utilisation de combinaisons identifiants mots de passe qui ont été, entre guillemets, dans d'autres data leaks qui sont sortis, et ça visait que certains comptes clients. Les comptes compromis ont été bloqués, des changements de mots de passe ont été exigés. Alors, la bonne nouvelle, l'entreprise a détecté quelque chose, et elle va être dans elle va qualifier rapidement, on a des tentatives d'intrusion, on communique aux clients, on accepte l'erreur, et ça c'est plutôt pas mal, parce qu'ils ont dit, là ce qu'on appelle, c'est avoir du courage dans sa communication, et même si on se trompe, bah c'est pas grave, parce que quelques heures plus tard on dit, voilà ce qu'on a vu, mais par contre tous les clients qui ont une carte Intermarché, bah ils savent qu'ils ont derrière une entreprise responsable, une entreprise qui fait attention à leurs données. Et malgré que ce soit une boulette de com pour certains, moi je trouve que c'est plutôt clair, pragmatique, hyper actionnable. Quelques heures, ils ont été capables de dire, on a un problème, puis en fin de compte, c'est qu'un problème partiel suite à ce type. Ils ont su faire la qualification, le reverse de l'attaque, tout. Non, c'est propre. Respect, bravo.
L'agence américaine, la CISA, a ajouté 4 nouvelles vulnérabilités à son catalogue des vulnérabilités exploitées connues suite à des preuves d'exploitation actives. Donc ça touche le framework Android avec la CVE 2024-43-093, la vulnérabilité de CyberPanel qu'on avait déjà parlé il y a 2 semaines, donc c'est la CVE 2024-51-567. CyberPanel sert pour faire du hosting. Donc si vous avez des serveurs hébergés avec un CyberPanel dessus, faut patcher, hein. Il y a la CVE 2019-16-278 qui touche tout ce qui est Nostromo NHTTPD. Il y a la CVE 2024-59-10 qui touche les Palo Alto Expédition. Donc si vous avez, c'est les vulnérabilités qui touchent à l'authentification sur les Palo Alto, ça que vous pouvez rentrer direct en ligne de commande. Les correctifs sont disponibles, comme d'hab, hein, on patch. Alors, le CERT-FR a publié un avis sur une vulnérabilité qui a été découverte dans Vim Backup et Réplication. Elle permet à un attaquant de provoquer une atteinte à la confidentialité des données et un contournement de la politique de sécurité. Cela concerne la CVE 2024-40-715 avec un score CVSS seulement à 7.1 et quelques en high. Le correctif existe, on patch. Alors, on est vendredi. J'ai résolu quand même mon petit problème de fuite, mais je vous en parlerai à la fin de l'épisode. Et je vous propose dans cet article que j'ai lu sur le Linux Journal, qui a été écrit par George Whittaker, qui présente un guide complet pour créer un cloud personnel sécurisé sur Ubuntu en utilisant Nextcloud. Alors l'objectif, c'est de construire une alternative à tout ce qui est les services de cloud, les Google Drive, les Amazon ou les Microsoft Drive, tous ces superbes outils. Avec un avantage, vous allez avoir une véritable confidentialité, des économies au niveau du coût et une personnalisation complète que nous souhaitons avoir quand on fait des investigations, ainsi que sur le stockage de nos recherches dans des environnements contrôlés. Alors moi, ce que j'ai vu comme principal avantage à cette chose, c'est que un cloud personnel, ça permet de conserver le contrôle total sur ces données sans dépendre de fournisseurs tiers. Au niveau économique, il suffit d'utiliser un ancien PC, un Raspberry Pi par exemple, ou un serveur dédié si vous avez besoin d'avoir un peu plus de choses. Il n'y a aucun frais d'abonnement. Et en plus, vous pouvez pouvoir le personnaliser parce que sur Nextcloud, ça propose des options de stockage, de fichiers, de calendrier de gestion de contact et bien plus. Alors, ce qui est assez facile dans Nextcloud, c'est que ça s'installe en 4 étapes. La première, on choisit le matériel, donc si on est sur un PC, un Raspberry, un serveur dédié. On installe une Ubuntu Server. Ça peut être aussi une Debian pour les puristes. On fait l'installation de Nextcloud. Donc, on va installer toutes les dépendances. C'est du Apache, du MySQL, du PHP. On configure la base de données. On va ajuster les paramètres de Nextcloud dans Apache. Et après, la dernière étape, c'est la configuration de la sécurité. On va utiliser du HTTPS avec Let's Encrypt. On va configurer un firewall avec UFW. On va installer un fail2ban. La base, quoi. Déjà le truc pour être un peu tranquille. Mais surtout, l'avantage de cette plateforme open source, c'est qu'on peut ajouter des plugins pour le partage de fichiers, la gestion des tâches, la diffusion des médias, l'accès à distance. Vous pouvez configurer un DNS dynamique pour un accès plus stable, sécuriser des connexions via un VPN, filtrage des IP. Vous allez pouvoir aussi optimiser tout ce qui va concerner la surveillance des performances, ajouter des disques externes. Franchement, ce guide, il permet de créer un cloud personnel évolutif, sécurisé et exempt des problématiques de confidentialité des services cloud publics. Quand vous faites de la cybersécurité, que vous avez besoin de stocker des preuves ou des évidences, que, par exemple, pour des équipes de réponse à incidents, si vous travaillez avec le TLP, parfois vous avez du TLP-RED. Donc TLP-RED, vous pouvez pas le diffuser en dehors de la personne vous a donné l'autorisation pour vous de consulter l'information, de chercher des preuves, etc. Mais vous devez le stocker dans un endroit où personne d'autre doit avoir accès. Ça peut être intéressant d'avoir des clouds personnels, même au sein d'entreprises. C'est plutôt pas mal. C'était juste la petite pub pour un super outil. Et voilà, ce podcast de Radio CSERT du vendredi 8 novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Je tiens à remercier tous les auditeurs qui m'ont envoyé des mails, des MP sous LinkedIn concernant le soutien, concernant mon inondation. Alors, la première couche est faite. Le mur est mouillé, mais ça fuit plus. C'est-à-dire que j'ai plus les chutes du Niagara dans le sous-sol. C'est presque réparé. La deuxième couche, c'est pour demain. Samedi. On verra ça samedi tranquillement, mais il faut que je bosse quand même un peu. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, laissez-nous un message sur le répondeur de Radio CSERT au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Et si vous voulez, je pourrais même vous faire une revue sur les produits d'étanchéité, mais c'est pas le but. Non, on va rester sur la cyber. Je suis pas très bon au bricolage. Au revoir. Faut vraiment que j'arrête d'enregistrer à des heures aussi tardives. C'est pas sérieux.